Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, merci de vous être levés un dimanche matin. Bravo. Pour la première édition de Demain commence aujourd'hui. Donc, si vous l'avez compris, l'idée, c'est des journées de créativité. Donc, on va aborder plein de thématiques différentes. Tous les mois, on va en organiser un nouveau. Donc, on a décidé de commencer par le futur de la mode et du luxe est-il technologique? Donc, vous allez avoir, pour ceux qui ont choisi de faire le hackathon, vous allez avoir cette première table ronde et après, on va partir et on va vous expliquer un petit peu ce qui va se dérouler tout au long de la journée. Et ceux qui font le Job Lab, donc inventer les métiers du futur, après cette première table ronde, vous pourrez aller visiter l'exposition. D'ailleurs, tout le monde la visitera, mais il y a une exposition qui nous a gentiment été prêtée. Isabelle vous en dira peut-être quelques mots. Donc, vous pourrez aller la visiter, prendre des photos et lire les panneaux. C'est extrêmement intéressant. Et donc, vous aurez une deuxième table ronde pour le Job Lab, vraiment autour des métiers. Et après, vous commencerez votre lab et vous irez inventer les métiers du futur de la mode et du luxe. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bien, bienvenue encore. Je m'appelle Franck Delpal, je suis professeur à l'IFM, l'Institut français de la mode, qui est une école donc, qui forme à la fois des créatifs et des managers pour nos métiers. Et j'ai donc ce matin le rôle d'animer une table ronde avec beaucoup d'experts et beaucoup d'intervenants de la filière de la mode que je vais vous présenter. On a assez peu de temps, donc on va rapidement vous passer la parole. Donc à ma gauche, j'ai Isabelle Quay, qui est une des pionnières de la mode éthique en France, qui a lancé un salon qui s'appelle Ethical Fashion Show en 2004, si je me rappelle bien, c'est ça, et qui depuis est, je dirais, ancré dans toutes ces thématiques d'éthique dans la mode et qui est la représentante en France d'un mouvement qui s'appelle Fashion Revolution, dont on va reparler. Toujours à ma gauche, Noémie Balma, qui est la fondatrice de Futur 404, qui est, je te laisserai présenter, mais grosso modo, qui assure une veille sur toutes les mutations technologiques qui se passent dans le secteur de la mode. Maintenant, les messieurs à ma droite, puisqu'on a fait cette répartition. Franck Lemoal, qui travaille chez Louis Vuitton, qui est la plus grande marque de luxe dans le monde. Donc une très très grande entreprise française qui exporte beaucoup et qui a beaucoup de succès. Et Franck est en charge des systèmes d'information, donc comment l'innovation passe dans l'entreprise Vuitton. Et toujours à ma droite, Thomas, qui a fondé 1083, une marque de jeans, mais plus seulement des jeans. Aujourd'hui, il y a des t-shirts, des accessoires, etc., totalement made in France. Donc, vous voyez, il y a deux sujets un peu sur lesquels on va tourner ce matin. C'est d'abord, grosso modo, comment la mode évolue et comment la technologie influence de plus en plus la manière dont les entreprises et les consommateurs interagissent avec la mode. Et le deuxième sujet, c'est plutôt l'éthique et comment la mode peut à terme devenir plus propre, avoir un impact un peu plus réduit en termes environnementaux, en termes sociaux, puisque évidemment c'est une des industries, on le sait, qui est les plus impactantes. Donc vous avez vu en arrivant effectivement cette exposition, ces portraits, et puis derrière ces portraits, toutes sortes d'informations sur l'impact précisément de la mode. C'est une exposition qui est à votre initiative, Isabelle. Est-ce que vous pourriez nous en parler rapidement? Et puis Oui. Comme ça, quand vous y retournerez, vous pourrez vraiment comprendre la logique qu'il y a derrière cette exposition. Oui, bonjour. En fait, cette exposition, enfin voilà, vous achetez tous des vêtements et vous ne savez pas toujours d'où viennent ces vêtements, qui les a faits, dans quelles conditions. Donc en fait, on a eu envie d'interroger les adolescents sur quel impact ont mes vêtements sur la planète et sur l'homme. Donc en fait, sur cette exposition, on décortique tout le process de fabrication du vêtement, car il est assez long, donc de la matière première qui peut être du coton, enfin parce qu'il y a des matières naturelles, des matières animales et des matières synthétiques, et on vous décortique donc le process de la matière en passant par la filature, le tissage, les teintures, l'ennoblissement et puis la confection jusqu'au transport et puis la fin de vie du vêtement. Donc en fait, vous pourrez voir derrière chaque panneau, passer votre tête, vous prendre en photo, mais en apprendre à chaque fois un petit peu sur chaque process. Donc on pointe du doigt une problématique à chaque fois et on vous donne une solution pour mieux comprendre et mieux choisir. Car comme l'a dit Franck, en fait, oui, la mode, l'industrie textile a un impact. C'est la deuxième industrie la plus polluante dans le monde. Et elle a un impact important sur nos ressources naturelles, sur l'eau, les fleuves, les affluents, au niveau des teintures.
Voilà. Donc, Qu'est-ce ouais, que je- effectivement, et on voit à travers toutes ces images, justement, ces différents looks, toutes les thématiques sur lesquelles la mode, en tout cas, peut avoir un impact. Ouais, Je reste avec vous, Isabelle, pour d'accord. démarrer. Vous êtes vraiment référente en termes de mode éthique en France. Euh, Comment vous voyez évoluer les choses sur ce sujet-là, tant au niveau des entreprises que des consommateurs? Est-ce Oui. qu'on peut parler d'une prise de conscience qui se traduit en acte, ou est-ce qu'on en est encore au début d'un Oui, mouvement? oui, ça rentre dans les préoccupations principales aujourd'hui et des consommateurs et des marques, et c'est dû à plusieurs faits. Bon, nous avons eu la COP 21 à Paris et vous avez dû donc entendre beaucoup parler de problèmes liés à l'écologie, enfin pour l'écologie et liés aux impacts de notre monde industriel sur nos ressources. Et puis il y a eu en fait le drame du Rana Plaza. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Quelqu'un dans la salle est au courant. Donc, voilà, ça s'est passé le 24 avril 2013. Il y a une usine au Bangladesh. Le Bangladesh est le deuxième producteur de vêtements pour nous dans le monde, après la Chine. Et une usine s'est effondrée et a fait 1200 morts. Et dans les décombres, on a retrouvé pas mal de marques. Et du coup, il y a un mouvement en Angleterre qui est parti. Donc, c'est Carrie Sommer, une créatrice de mode, qui a décidé que désormais, le 24 avril serait le jour du Fashion Revolution. Donc, a voulu que ce soit une journée dédiée, comment dire, à ce mouvement. Donc, c'est interroger chacun et que chacun s'interroge sur quel est l'envers de mon vêtement, qui l'a fait, comment. Et donc, sur les réseaux sociaux, elle encourage chacun C'est à le fameux retourner hashtag Who Made My Who Clothes, made my qui a fait clothes, mes vêtements, donc. qui a fait mes vêtements. Donc une interrogation des clients sur la, Voilà. la- Et la traçabilité. alors, il y a eu The True Cost et bientôt va sortir le 19 novembre River Blue. Alors, The True Cost, c'est le vrai prix de vos vêtements. Donc, il vous montre derrière les défilés qu'est-ce qui se passe en fait, hein. Et, bon, et ça pointe quand même pas mal sur les pays asiatiques et le Bangladesh où la plupart de nos vêtements sont fabriqués aujourd'hui. Donc, tout ceci, enfin, je veux dire, le Fashion Revolution, c'est un mouvement qui est dans 91 pays aujourd'hui. Donc, via les réseaux sociaux, car Internet quand même a fait beaucoup bouger les choses. Et on parle de hashtag, je pense qu'on en parlera derrière. Donc c'est une prise de conscience, on va dire universelle, qui se fait via les COP, via ce mouvement-là. Et aujourd'hui, les consommateurs demandent à plus de transparence. Je pense que votre génération en fait partie. Vous allez demander de plus en plus comment sont faits vos vêtements. Et on parle aussi de circularité aujourd'hui. On veut des vêtements qui, voilà, de la matière première, soient éco-conçus jusqu'à la fin de vie et que, avec les déchets, on puisse refaire des vêtements. Donc on est dans un secteur où il y a des très très grandes structures, des chaînes qui sont présentes à l'échelle mondiale. Il y a aussi Ouais. des projets individuels comme celui de Thomas qui vise un Oui. peu à proposer une alternative aux clients. Mhm. Est-ce que vous pourriez nous donner des initiatives qui vous semblent aller dans le bon sens de la part de plutôt de grands acteurs, De grands acteurs comme comme voilà, des grandes chaînes que toutes les personnes qui sont ici en face de nous connaissent, voilà, et donc des on noms va qui leur parler parlent, donc de H&M. Alors, par exemple? si vous allez chez H&M, oui, vous avez vu que H&M a fait d'ailleurs une campagne, c'était la première en 2014, je crois, où elle encourage chacun à recycler vos vêtements. Et c'est un conseil que je ne manquerai pas de vous donner, de réparer vos vêtements, de les recycler. Et donc, vous encourage à venir déposer vos vêtements contre des bons d'achat. Donc, il y a H&M, il y a des marques comme Esprit. Hier, j'étais au salon vegan. Donc, aujourd'hui, on parle de toutes ces nouvelles matières pour éviter aussi la cruauté dans le monde animal. D'ailleurs, c'est Gucci qui a annoncé qu'il arrêtait la fourrure. Il n'est pas tout seul, il y en a quelques-uns d'autres. Je ne sais pas si vous connaissez aussi Stella McCartney, donc qui depuis toujours est une activiste de la mode engagée et contre la fourrure, et justement travaille avec le Fash Tech Lab
aujourd'hui à innover, parce que la mode de demain, c'est l'innovation, mais aussi dans le développement durable. Il y a le Green Carpet aussi, qui est un événement qui a été lancé par Livia First, qui encourage aussi les stars sur les carpets, donc pendant Cannes, etc., à s'habiller de façon éthique et qui décerne des prix. Euh, j'ai noté, mais j'ai un petit trou de mémoire. Alors, pour vous Enfin, donner peut-être le temps de retrouver, oui. on va passer peut-être à l'autre côté de l'échelle sur une petite structure. Pas petite. Déjà, bravo, parce que plusieurs boutiques, une vingtaine de salariés, un peu plus en interne. Donc, c'est déjà un bon développement. Donc, pour Thomas, qui a créé la marque 1083. Déjà, pourquoi ce nom et quelle a été l'origine de ce projet? Alors, bonjour à tous. 1083, c'est une marque de jeans et de baskets entièrement fabriquée en France. On est basé à Romans, c'est dans la Drôme, c'est la capitale de la chaussure. Et 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de France. Donc, ça va de Menton au sud-est à Port-Spoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc, notre concept, c'est de fabriquer des vêtements à moins de 1083 km où vous habitiez dans l'Hexagone. Et du coup, on cherche à relocaliser toutes les étapes de fabrication des jeans et des baskets, tout en proposant des prix de vente relativement abordables, puisqu'on se situe en gros sur les prix de vente de la marque Levi's. Sauf que nous, quand vous achetez un jean de marque lambda, vous payez eh bien, la TVA en France et le commerçant en France. Quand vous achetez un jean 1083, vous payez la TVA en France, le commerçant en France, la marque 1083 en France, l'atelier de confection en France, le tissage en France, la teinture en France, la filature en France. Donc en fait, on relocalise toutes les étapes de la fabrication du jean. Et aujourd'hui, on est capable, enfin, on achète du coton importé, puisqu'il ne pousse pas en France. Et ce coton, on le transforme entièrement en France pour faire ces jeans. Alors on a subi un peu notre croissance, c'est-à-dire que on a créé la marque en 2013 avec mon frère. On ne s'attendait pas du tout à grandir aussi vite. Aujourd'hui, on a créé 20 emplois en propre et une cinquantaine si on considère aussi ceux de nos sous-traitants. Donc c'est énorme par rapport à ce qu'on imaginait. Et on veut continuer de se développer en ouvrant des nouveaux magasins et en développant l'offre avec de plus en plus de coupes de jeans différentes. Il y a eu toute une vague de nouveaux projets qui justement revendiquaient un Made in France voilà, comme un argument maintenant de choix pour le client. Est-ce que c'est quelque chose qui est durable d'après vous? Est-ce que c'est un phénomène qui a eu voilà, l'intérêt à un moment donné? Alors, Comment au-delà vous du pensez Made in ça? France, le Made in France, c'est la façon facile d'expliquer le sens de la proximité. Et la proximité, pour moi, c'est vraiment la clé de notre responsabilité, mais pas la responsabilité chiante, la responsabilité sans faire exprès, en quelque sorte. Parce que quand on est proche les uns des autres, quand on est proche des usines, quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, et ben en fait, c'est plus fort que nous, on fait des choix plus intelligents. Et donc pour nous, un vêtement intelligent, ça peut être un vêtement qui fait augmenter le son de son iPhone en appuyant dessus, mais surtout un vêtement intelligent, c'est un vêtement qui ne détruit pas la nature et qui ne détruit pas les gens, tout simplement. Et donc nous, notre seule prétention, elle est d'essayer de faire ça. Et ensuite, le moyen qu'on a trouvé comme étant le plus efficace, c'est la proximité. Ça ne veut pas dire qu'on est pour le franco-français. Et nous, si on a des projets de développement, c'est pas de vendre à l'export, c'est pas de vendre des jeans 1083 fabriqués en France, en Chine, puisque c'est pas plus intelligent que de faire l'inverse. Par contre, c'est de vendre en Chine, pardon, des jeans 1083 fabriqués en Chine. Ça, on trouverait une façon intelligente de faire du commerce. Limiter au maximum le transport. Se rapprocher tout simplement, et donc être porter un commerce intelligent. On a développé aussi l'enseigne Mode Éthique, qui est un magasin multimarque de vêtements écologiques et équitables. On vend dans nos magasins, donc on en a 4, à Lyon, Romans, Grenoble et Nantes. Dans ces 4 magasins, on trouve plein de marques éthiques. Ça se voit pas du tout sur les vêtements, c'est pas des ponchos péruviens, c'est vraiment des vêtements cool. Simplement, ces vêtements-là, ils sont tous conçus de manière raisonnable, responsable. Donc ça peut être via du Made in France, ça peut être via du bio, ça peut être via du commerce équitable. Et après, parmi toutes ces marques qui ont une démarche un peu plus sincère, écologique, on sélectionne celles qui nous plaisent le plus en termes de style. Au final, c'est un des choix. Le choix n'est pas justement entre style et éthique. Aujourd'hui, on peut faire les deux. Surtout pas. Si voilà, le poncho péruvien, c'est très bien, mais voilà, il y en a pas beaucoup. J'en vois pas parmi vous. Il semble, alors que des jeans, j'en vois beaucoup.
Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de mettre ces valeurs-là dans des produits modernes, contemporains, sympas, stylés. Parce que du coup, ça montre que l'écologie, c'est pas un repli sur soi, c'est pas un retour en arrière. C'est juste, voilà, entre deux jeans au même prix, autant choisir celui qui crée des emplois et où on respecte et notre environnement à tous et les gens qui les fabriquent. Merci. Et donc pour ça, on essaye aussi d'être un peu ludique. Et donc on a un QR code dans le jean. Alors il est dedans, donc je vais pas enlever mon jean. Mais simplement, et j'ai fait tomber mon téléphone hier, donc on voit pas grand-chose. Mais simplement, si vous flashez votre jean 1083, vous avez toutes les personnes qui ont fabriqué le jean que je porte. Donc ça va de la... Dans mon cas, c'est un jean qui est teint dans les Vosges, qui est tissé dans les Vosges, qui est confectionné ensuite à Marseille et qui a été expédié depuis Romans avec les personnes de notre équipe. Donc voilà comment on fait des jeans un peu plus intelligents, il nous semble, que d'autres. Et donc, au-delà de cette notion de Made in France, secteur sensu, c'est cette notion de transparence qui, pour le client, devient un élément de choix et quelque chose que les marques mettent en avant de plus en plus. La transparence et la cohérence, c'est plus puissant que n'importe quelle carte de fidélité. C'est-à-dire que quand on place le consommateur dans notre équipe, au cœur de notre entreprise, en lui communiquant nos filières, nos marges, nos salaires, il n'y a aucun secret chez 1083, et ben grâce à ça, le consommateur, il devient acteur de la marque. C'est comme quand, je sais pas, vous aimez bien, alors le vin c'est un peu tôt, mais pour les grands, si vous aimez le vin, vous achetez une bouteille de vin chez Leclerc, elle a un certain goût. Si vous achetez la même bouteille de vin chez le vigneron, c'est un peu magique, elle est meilleure. Et ben c'est ça qu'on veut faire avec 1083, c'est-à-dire qu'on ouvre nos usines aux consommateurs et on crée nos ateliers de telle manière à ce qu'ils soient ouverts au public, au quotidien, pour que du coup le consommateur découvre le dessous des cartes, le dessous de son jean, et que du coup il puisse plus consciemment acheter un jean dans un magasin comme ça lambda sans s'intéresser à ce qui se passe derrière. Très clair. Vous parliez tout à l'heure, Isabelle, du Fashion Tech Lab. C'est un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines qui présentait des innovations justement qui sont au croisement de l'impact environnemental que peut avoir la mode et des nouvelles technologies. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un ou deux projets qui vous ont particulièrement intéressé ? Il y a un travail qui est fait sur les nouvelles fibres, comme les fibres à partir d'ananas, Pinatex. Mais j'ai entendu parler, j'ai lu qu'il y a aussi une réflexion sur comment créer du cuir, justement pour le luxe. Cellules souches, je crois. Oui, d'ADN, sans avoir à tuer des animaux. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très prometteur. Ouais. Tant qu'on parle de technologie, je me tourne maintenant vers Noémie. Si on se connaît, donc je vais te tutoyer. Si je te demande, grosso modo, quelles sont les grandes technologies qui peuvent avoir un impact majeur sur les industries de la mode et du luxe dans les 5, 10, 15 prochaines années, quelles seraient ces technologies, d'après toi ? Alors, juste pour du coup rebondir sur le Fashion Tech Lab, il y a d'abord tout ce qui est biotechnologie sur les nouveaux matériaux. À la soirée de lancement, en fait, ils ont présenté plusieurs innovations, donc du cuir notamment, mais il y avait aussi pour le luxe des diamants de synthèse, du polyester recyclé ou encore du fil synthétique d'araignée. Qui reproduit un peu la soie finalement, c'est ça qui oui, a un peu c'est ça, les mêmes mais propriétés, qui a des propriétés plus intéressantes parce qu'en fait, il y a plein de fils différents d'araignées et qui ont du coup des propriétés différentes en termes de résistance, fil d'araignée, ça vous tente, de non ? flexibilité. Après, pour continuer dans tout ce qui est développement durable, il y a la technologie de la blockchain. Alors, c'est une technologie qui est un peu compliquée, vous connaissez, vous en avez entendu parler ? Non. Le Bitcoin, ça vous dit quelque chose ? Un peu plus. En fait, c'est la technologie qui est derrière les monnaies virtuelles. Donc, en gros, c'est des monnaies où on n'aurait pas besoin de passer par une banque. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour les systèmes monétaires, vous avez besoin de passer par ce qu'on appelle un tiers de confiance. Donc, vous faites confiance à la banque pour vous donner et conserver vos sous. En fait, avec la blockchain, ça va vous permettre de pouvoir vérifier toutes les transactions et les garantir par tout le monde. En fait, c'est vous qui êtes garant de l'ensemble de la confiance sur ces transactions-là. Voilà. Et alors, comment ça, typiquement, ça peut passer dans la mode ? Ça, on peut l'appliquer de différentes manières dans la mode, mais notamment sur la transparence.
et la traçabilité. Donc du coup, une application sur le QR code, typiquement ça pourrait exister par exemple pour toutes les marques, avec un certain nombre de cases à remplir pour qu'on soit sûr que notre vêtement il est bien responsable sur l'ensemble de la chaîne, que le coton il n'a pas été fait en Syrie par Daesh ou des choses comme ça. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle. Donc, Oui. Où, Ça, pareil, est-ce que ça vous parle ou pas trop? Oui, un petit peu. Je pense que tout le monde a ouais. accès à une Après, façon ça, ou c'est d'une avec autre à ça. toute la science-fiction, on s'en Voilà. fait une idée. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça peut être appliqué dans la logistique, par exemple, pour rendre en fait plus efficace tout le processus d'acheminement. Mais ça commence un peu à être utilisé en création. Mais voilà, c'est des essais qui sont faits où on essaye d'apprendre à des algorithmes à créer des vêtements. Et voilà, après, il y a l'impression 3D, donc qui pour le coup aussi peut vous intéresser pour inventer des nouveaux concepts. Surtout qu'on fait beaucoup de progrès en fait sur les matériaux qu'on peut imprimer. Voilà. Impression 3D, ça vous parle? Oui, aussi. Bon, c'est bien. Voilà, et après, il y a tout ce qui est connecté aussi, l'Internet des objets et donc l'Internet des vêtements. Demain, alors aujourd'hui déjà, en fait, il y a dans des universités, par exemple, où on fait de la recherche et où des étudiants en Angleterre ont inventé un système où, en fait, le vêtement serait capable de vous envoyer des notifications quand vous ne le portez pas pour que vous puissiez le donner à des associations. Mais on peut imaginer plein de choses comme ça, en fait, pour que, quelque part, les objets prennent un peu vie et nous rendent service. Bon, après, effectivement, le vêtement où on peut toucher pour que ça change la musique, c'est un peu gimmick aujourd'hui, mais voilà, les technologies, elles existent. Après, c'est aussi aux marques de réfléchir pour inventer des usages qui soient vraiment utiles demain. Tout à fait. Et aussi, voilà, parce que ça pose aussi une grosse question, tout ce qui est wearable et choses connectées, qui par ailleurs peuvent être très utiles comme un manteau chauffant. C'est comment on recycle tout ça, parce que ça, on n'a pas du tout la réponse. On n'a même pas la réponse de c'est quoi le service après-vente derrière. Parce que si demain, j'achète un vêtement connecté, est-ce que je vais le faire réparer dans le magasin? C'est une vraie question. Ouais, des choses qui émergent progressivement. Du coup, je vais me tourner maintenant vers Franck, qui travaille chez Louis Vuitton. Si on repart un peu de ce que nous a dit Noémie, des technologies qui peuvent avoir un impact, typiquement vous, en tant qu'acteur incontournable de notre secteur, comment vous voyez ça et comment vous commencez à travailler sur ces chantiers? Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. On travaille de plus en plus sur les 5 choses qu'on a évoquées, c'est-à-dire ce qui va être l'impression 3D, l'intelligence artificielle, la blockchain, la réalité virtuelle et ce sujet Industrie 4.0, on commence à s'en emparer. Alors, on s'en empare pour 2 raisons, effectivement, pour faire un peu le lien avec les prises de parole précédentes, faire en sorte que notre entreprise, notre société devienne un petit peu plus et continue à avoir une approche de plus en plus éthique en termes d'environnement et de développement durable. Et surtout aussi pour rebondir avec 1083, vous savez quand même que Vuitton, c'est un acteur du luxe, mais c'est aussi un acteur de l'industrie en France. Et qu'aujourd'hui, les technologies, elles sont très très importantes aujourd'hui pour maintenir cette production, pour maintenir ce savoir-faire et pour maintenir cette qualité qu'on fait en France. Aujourd'hui, Vuitton, notamment sur la maroquinerie, c'est à peu près entre 4 et 5 000 maroquiniers, maroquinières dans les provinces françaises. Et aujourd'hui, les technologies, c'est important pour maintenir notre compétitivité, notre productivité et garder et conserver notre rang dont on est fier de leader et créateur de valeur et d'emploi pour notre pays. Voilà, donc on a évoqué un certain nombre de choses, je vais essayer de les reparcourir. Finalement, ces 5 thèmes, je vais les reprendre et je vais essayer de vous donner des exemples opérationnels de ce qu'on fait chez Vuitton. Bon, vous avez tous dit que vous connaissiez un peu l'impression 3D. Effectivement, l'impression 3D, on considère que c'est la nouvelle révolution industrielle du futur, et y compris dans notre industrie. Aujourd'hui, 2-3 petits exemples. Quand on fabrique, j'imagine même quand on fabrique des jeans aussi, ou quand on fabrique des sacs, il faut couper les pièces des sacs selon un certain nombre de formes.
Et ces formes, on avait l'habitude de la faire avec des moules ou avec des emporte-pièces que nos metteurs au point dessinaient en 2D, 3D et qu'on envoyait à des producteurs qui faisaient des moules plastiques ou des moules en métaux. Aujourd'hui, on commence à réaliser ces moules directement sur nos sites de production avec des impressions 3D. Donc, ce qui nous permet, d'être beaucoup plus efficace, de produire exactement ce qu'on a besoin quand on en a besoin et de raccourcir les délais pour la production de ces moules. Ça, c'est la première des choses. On commence notamment pour tout ce qui est développer un produit. Vous savez que dans les produits Vuitton, il y a des pièces métalliques, il y a des pièces rigides. Et bien, pour éviter, pour aller plus vite, on va commencer aussi à former ces pièces et à monter ces maquettes avec des éléments qui sont faits en impression 3D. Voilà. Et on n'a pas encore commencé, mais enfin on y pense et on pense que ça va nous intéresser rapidement. Vous savez qu'aussi on essaye de réparer nos produits. La première des choses qu'on fait chez Vuitton, c'est de dire qu'un produit Vuitton, c'est pour la vie, et voire même au travers des générations, et qu'il est important pour nous qu'on répare les produits qui ont une vraie valeur, parce qu'en fait les produits Vuitton, au-delà des produits de luxe, c'est des produits qui ont une certaine émotion et qui ont une valeur sentimentale très importante pour les clients et les clientes qui les achètent, et ils aiment bien les faire réparer. Aujourd'hui, on pense que l'impression 3D peut nous permettre de réparer des produits sur mesure en faisant des pièces sur mesure. Parce que quand on avait un sac qu'on a fait en 1800, j'exagère un peu, allez, en 1920 ou en 1930, on n'a plus forcément en stock les pièces détachées. Et donc, l'impression 3D, c'est quelque chose qui peut nous permettre de faire des choses. Et je termine là-dessus parce qu'on peut en parler pendant des heures, l'impression 3D. L'impression 3D, c'est quelque chose qui permet de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Il y a aujourd'hui des pièces dans le monde de l'industrie, mécanique, dans le monde de la plasturgie, qu'on ne sait pas faire parce qu'on ne savait pas faire à l'intérieur, et notamment avec les mécaniques de fraiseuses. Et donc aujourd'hui, cette mécanique d'impression permet d'inventer des pièces qui n'existaient pas et qu'on n'était pas capable de faire. Donc il y a tout un champ des possibles qui est en train d'exploser dans l'industrie, dans la mécanique et notamment dans la médecine, qui va permettre de faire des choses très importantes. Donc voilà, donc on travaille dessus. Ça, c'est la première des choses. L'intelligence artificielle. Donc là, vous êtes dans une école où, entre guillemets, on commence à regarder sérieusement l'intelligence artificielle et le deep learning. Donc nous, on s'en sert, pour rebondir sur ce que vous avez dit, sur 2-3 sujets. D'abord, on commence à regarder l'intelligence artificielle pour comprendre ce que disent nos clients et nos fans sur les réseaux sociaux. Donc en récupérant un petit peu tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on va savoir si vous dites du bien de nous, si vous dites du mal de nous, si vous nous aimez, si vous nous aimez pas, si vous nous avez aimé à se défiler ou pas. Donc ça, c'est important. En tout cas, on considère que c'est important. On travaille beaucoup en ce moment, notamment, je vais le dire, il n'y a pas trop de concurrents. Si, il y a des concurrents dans la salle, mais on va dire qu'ils sont... J'en ai vu une, je ne sais pas s'il y a encore, c'est pas grave. On travaille beaucoup avec une start-up qui d'ailleurs nous a accompagnés, une start-up française qui nous a accompagnés à 42, qui s'appelle Euritech, et est en train de travailler avec nous sur l'intelligence artificielle et du deep learning pour reconnaître les images. Vous savez qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est très utilisé pour reconnaître des photos et de la vidéo. Donc vous passez dans la rue, vous prenez l'application de 1083, vous prenez une photo. C'est pas pour reconnaître un jean 1083, mais c'est pour essayer de reconnaître un sac Vuitton, donc ou pas d'ailleurs. Et on travaille beaucoup là-dessus. On travaille aussi, on va faire notre premier chatbot sur Facebook Messenger pour interagir avec nos clients et nos clientes dans quelques semaines. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et vous avez raison. De plus en plus, on commence à regarder comment l'intelligence artificielle dans la supply chain peut nous aider. Plutôt que d'envoyer des produits en Chine, aux États-Unis, parce que finalement, les réseaux sociaux nous ont dit que la cliente américaine ou la cliente chinoise n'allait pas aimer. Et si on est capable de le détecter plus rapidement, on n'enverra pas, on enverra juste les bons produits. Ou si la cliente chinoise va adorer, on va en envoyer plus et on s'en portera mieux. Voilà. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. Si je suis trop long, vous me le dites. On passe rapidement sur la réalité virtuelle. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à regarder, pas trop. Mais notamment, on commence à concevoir nos magasins et nos ateliers en réalité virtuelle, parce que plutôt que de faire des maquettes coûteuses ou de faire des erreurs dans la conception de nos magasins, représenter un magasin et ses produits et la façon dont les gens vont se déplacer dans ces magasins, on commence à le faire en réalité virtuelle. Voilà. La même chose pour nos ateliers, quand on place nos machines, quand on veut que nos maroquiniers soient en sécurité par rapport à une machine, on commence à regarder ça en réalité virtuelle pour étudier comment ils vont se déplacer, comment ils vont se placer. Donc ça, c'est des choses importantes. Voilà. Et peut-être les 2 derniers points sur lesquels on travaille, c'est effectivement l'IoT, puisque ça, c'est quelque chose qui devient assez important, notamment pour tout ce qui est objets connectés. IoT, Internet of Things, Internet des objets. Voilà. Et donc, on s'en sert sur 2 choses. On a fait, et je pense que Eric, qui va parler après, pourra vous en parler beaucoup plus que moi, parce qu'il a géré ce projet. On a lancé une montre connectée qui fait appel à l'Internet des objets. Voilà.
Et surtout, on commence aussi à s'en servir, une fois de plus, dans notre milieu industriel, dans nos ateliers. On met beaucoup d'IoT, tout ce qui va être capteur de température, capteur de chaleur, capteur de conditions pour que nos maroquiniers, nos maroquinières travaillent le plus facilement possible. Ça, c'est important. Voilà. Et la blockchain, et je termine avec la blockchain, puisque vous en avez parlé. La blockchain, effectivement, donc Bitcoin, moi, j'ai plutôt tendance à dire que la blockchain, c'est un jeton virtuel qu'on se passe à chaque fois que quelque chose franchit une étape, un produit ou une transaction. Alors, bon, on commence à regarder. Hein. On ne sait pas trop tous ce qu'on va faire de la blockchain, mais en tout cas, pour tout ce qui va être suivre, tracer un produit de façon virtuelle, avec un peu moins de technologie, ça, c'est quelque chose qui peut être important. Et surtout, vous savez qu'on est dans un marché où on doit beaucoup se battre, nous, pour protéger nos produits, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font des faux Vuitton, hein, beaucoup de pays qui font des faux Vuitton, donc voilà, ne les achetez pas. C'est pas bien et c'est fabriqué dans des conditions très polluantes. Mais en tout cas, pour lutter contre ça, on pense que la blockchain, ça peut être quelque chose qui peut nous permettre d'identifier un vrai produit Vuitton versus un faux produit. Voilà. Donc j'étais un peu long, mais c'est tout ça qu'on introduit. Il y a un dernier point sur lequel je voulais vous interroger. On a parlé brièvement d'industrie 4.0, peut-être de robotisation. Est-ce que robotisation, et sur une table ronde qui s'appelle Le futur du luxe, sera-t-il technologique? Est-ce qu'on peut parler de robotisation dans le luxe ou pas du tout? Non, c'est pas un gros mot. On peut parler robot. D'abord, oui, on peut parler robot. Mais en fait, nous, alors je ne sais pas si vous savez, nous, on parle de plus en plus de cobots, donc plutôt des robots collaboratifs et pas des robots, parce qu'on considère que, une fois de plus, ce qu'on veut faire chez Vuitton, c'est on considère que le luxe, c'est quand même avant tout quelque chose où il va y avoir de la création humaine, de l'émotion humaine, de la sophistication. Et on considère aussi que le luxe, c'est un produit qui sera fabriqué en France, dans des ateliers en France, par des maroquiniers et maroquinières françaises. Et on sait que... Voilà, donc ça c'est important. Donc on n'a pas une stratégie qui vise, comme peut-être certains, à avoir une vision assez, assez productiviste des robots. Mais nous, le robot, c'est plutôt quelque chose qui va trouver une place dans nos ateliers pour aider nos maroquiniers et nos maroquinières à travailler mieux ou à travailler dans de meilleures conditions. Je vais vous prendre 2 exemples parce que je pense que vous connaissez bien ça. Quand il faut retourner un sac, je sais pas, 20, 15 fois par jour, ou enfin en tout cas 20 à 15 fois quand on fait un sac, et quand on fait 30 sacs par jour, il faut le faire 30 fois. C'est difficile de retourner un sac. Je vous mets tous au défi d'aller dans un atelier Vuitton et de prendre un sac, de le retourner, de le remettre, de le retourner, de le remettre. Voilà. Et donc, nos maroquiniers, nos maroquinières, ils ont quand même des journées qui sont assez intenses. Et donc, on pense à ça. Voilà. Donc, pour nous, c'est plutôt de la robotisation qui va assister nos maroquinières et nos maroquiniers dans des tâches difficiles, hein, même s'il y en a de moins en moins, et qui va leur permettre d'être plus efficaces et d'être plus qualitatifs. Donc, oui, on en parle, notamment pour tout ce qui va être robot de piquage, robot de coloration, voilà, quand il faut vraiment faire des opérations extrêmement difficiles, extrêmement précises sur un sac, quand on fait une piqûre retournée, on pense que le robot, ça peut nous aider. Voilà, et on travaille là-dessus. Super. Voilà. Pour conclure, je vais vous demander à tous les trois de répondre un peu à la question de cette table ronde. Selon vous, l'avenir de la mode, l'avenir du luxe, sera-t-il technologique et dans quelle mesure? Thomas, pas facile, mais... Ouais, puis je commence en premier. J'aurais bien aimé m'inspirer des réponses des autres. Non, moi je trouve que c'est un peu de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire, par exemple, les robots. Ça fait 30 ans que les usines sont automatisées. On dit robot parce que ça nous fait kiffer le mot robot, là. Mais en fait, les automates, il y a 30 ans, peut-être chez Vuitton, on coupait à la main, etc. Maintenant, il y a des machines automatiques qui scannent la peau pour voir s'il n'y a pas de défauts à l'intérieur, des défauts qu'on ne voyait pas quand c'était à l'œil, qui la découpent automatiquement, etc. Donc, c'est le sens de l'histoire enfin, voilà, la technologie progresse. Donc, nous, les outils progressent. Mais surtout, le progrès, il est dans notre capacité à s'en servir intelligemment. C'est-à-dire que si c'est pour monter le son de son iPhone, bon, ok, mais c'est de l'ordre de l'anecdote. Par contre, si c'est au profit de la santé, de la sécurité, du respect de l'environnement, du respect des gens, en fait, c'est plus l'usage des technologies qui évolue que les technologies en elles-mêmes. Les technologies, elles évoluent mécaniquement parce que l'homme, voilà, il est toujours en train de chercher. Depuis la nuit des temps, c'est terriblement humain, cette logique de R&D. Par contre, le sens de cette technologie, c'est là où on commence à... Enfin, moi, je trouve que c'est plus la question du sens de la technologie que de la technologie en elle-même qui avance coûte que coûte dans tous les cas. Très bien.
Très bonne première réponse, bravo. Bonne chance. Noémie, Isabelle, Du coup, je pense que ça suffit. ça suit, vous êtes 100% d'accord avec Oui, Thomas, bah, ce comme que nous j'allais aussi. dire, c'est que ouais, les technologies, elles avancent de toute façon, elles avancent partout, donc pourquoi pas dans la mode et le luxe. C'est clair. On a un peu de temps pour prendre des questions, d'ailleurs c'était prévu, donc si n'hésitez pas à vous signaler si vous voulez interroger. Oui. Alors, IoT, Internet of Things, Internet des objets, donc c'est grosso modo les objets connectés qui interagissent souvent avec vos smartphones par exemple, donc une montre connectée, ce type de choses. Et donc des vêtements connectés, et déjà il y a eu le projet Jacquard de Google qui était cette fameuse Avec veste les vis, avec oui, les vis qui vendent pour maintenant. interagir Mais avec son vêtement. c'est une question très importante et une réflexion très importante parce que au-delà du fait que Google ou je ne sais quelle entreprise aurait les données, je pense qu'ils en ont déjà énormément parce qu'on se rend même pas compte en fait aujourd'hui que la porte elle est déjà ouverte, la boîte de Pandore. Mais c'est aussi se poser la question du hacking et de la cybersécurité qui est liée. Aujourd'hui, il y a par exemple des babyphones pour surveiller les bébés. Il y en a qui ont été. Il y a déjà eu des cas où il y a eu des hacks de babyphones où il y a des gens qui parlaient aux bébés ou qui faisaient des bruits. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment y répondre. Et justement, en fait, c'est là où c'est important que ce soit légiféré, qu'il y ait des lois qui soient créées pour ça. Et j'avais tendance à dire que le juridique était toujours en retard, mais on est peut-être en train de corriger ça, et notamment en France, il se passe des choses, il y a des groupes de réflexion, et on verra ce que ça donnera, surtout au niveau européen, mais c'est des questions qui font peur, surtout que j'ai entendu parler justement sur le cas de Jacquard avec Levis, qui est une veste connectée. Ils l'ont lancé d'abord aux États-Unis. Et justement, moi, j'avais discuté avec le monsieur de Google qui m'expliquait que l'Europe y verrait plus tard, parce que justement, au niveau des lois, c'était trop protégé. Et en fait, apparemment, ça va changer bientôt. C'est une nouvelle loi européenne. Dans le bon sens ou Non. Non, dans le mauvais sens. Non, dans le mauvais, ouais. D'accord, intéressant. Peut-être aussi d'un point de vue entreprise, enfin, je pense que votre question elle est très pertinente. Enfin, comme vous l'avez dit, il y a déjà des portes qui ont été ouvertes. Hein, il faut faire attention à ça. Maintenant, je pense que les marques ont une responsabilité vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que jusqu'où on veut aller, qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'où on veut aller. Et par exemple, je pense que, en tout cas chez Vuitton, on est très, très attentif à ça. D'une part, en choisissant les fournisseurs et le stockage d'une certaine façon pour éviter effectivement de se retrouver systématiquement chez les grands GAFA américains, donc ça c'est quand même un point qui est important. Et dans la conception des produits et de nos services, jusqu'où aller ou jusqu'où ne pas aller. Je vais pas rentrer dans les détails, mais chez Vuitton, on a décidé de ne pas faire des choses, notamment dans l'intérêt de nos clients et pour préserver et de ne pas être trop intrusif dans la vie de nos clients. Voilà, notamment sur la montre connectée, on s'interdit de collecter toute information qui pourrait avoir référence à des informations de santé ou des informations de tracking en temps réel. Chez Vuitton, on met des tags RFID dans tous les produits Vuitton pour suivre la chaîne logistique. On se fait un devoir et une obligation de les enlever avant de les remettre aux clients pour qu'un jour, on n'ait pas effectivement un portique RFID qui soit capable de tracer notre produit. Donc je pense qu'on est au cœur de la responsabilité. Enfin, vous avez parlé, madame, de la responsabilité individuelle des marques sur l'environnement. Je pense que les marques ont la même responsabilité et doivent avoir la même éthique sur qu'est-ce qu'on fait avec la donnée de nos clients et la protection de nos données avec vos clients. Et pour aller dans votre sens, je vous rejoins. L'Europe est en pointe là-dessus et d'ailleurs, on est beaucoup en train de travailler sur ce sujet-là. Des textes vont être mis en place et vont être rendus obligatoires, notamment à partir du 1er juin 2018, qui est un nouveau texte européen qui va légiférer tout ce qu'on peut faire ou pas faire avec les informations clients, qui a un nom barbare en 4 lettres qui s'appelle GDPR. Bon, souvenez-vous de ce terme GDPR parce qu'il va donner beaucoup de travail à un certain nombre d'entreprises qui vont devoir se mettre en conformité par rapport à ça.
et notamment pour respecter les obligations en matière de bonne gestion des informations clients, et surtout de ne le faire que quand le client nous a donné son accord. Et donc ça, c'est important, quelque chose qui va être maintenant basé sur l'expression du consentement formel du client et non pas sur une forme de non-droit. Et ça va changer beaucoup de choses. Y a-t-il une autre question? Peut-être pas un papa cette fois-ci, même si je vous remercie de votre question et d'avoir lancé le mouvement, je l'espère. Oui? Alors nous, oui. En fait, on dit pour caricaturer qu'il n'y a pas de coton en France, par exemple. Et effectivement, sous sa forme agricole, il ne pousse pas chez nous. Il fait pas assez chaud, pas assez d'eau. Pour l'instant, peut-être qu'avec le réchauffement climatique, on continue de bien rouler au diesel. Je pense que dans 5-10 ans, peut-être qu'on pourra faire pousser du coton en France. En attendant, on travaille beaucoup sur le recyclage. Donc, donc le jean 1083, il coûte 89 €. Sur les 89 €, il y a 86 qui restent en France. Et il y a 3 € qui sortent de France. Ces 3 €, c'est les boutons dérivés qu'on achète en Italie. Et c'est le coton qu'on achète selon les saisons. Et ben, au Bénin, en Turquie, au Mali, en Tanzanie. Donc ce coton-là, on veut le relocaliser. Et donc on travaille sur l'effilochage. C'est-à-dire on collecte des anciens jeans, on les coupe, on les effiloche pour retrouver ces petites fibres de coton qui composent les fils lorsqu'on les torsade entre elles. Et alors le problème aujourd'hui, c'est que quand on les effiloche, elles sont trop courtes. En fait, le vêtement, à force de le laver, de le porter, les fibres s'usent, et d'ailleurs, ça finit par faire des trous. Peut-être il était tout neuf troué, mais voilà. Mais voilà, dans tous les cas, ça s'use. Et donc ça veut dire que les fibres se réduisent. Et donc nous, quand on les filoche, on détruit encore plus le jean, et donc on a peu de fibres longues. Donc on travaille à trier les fibres longues et les fibres courtes dans le recyclage. Ces fibres courtes, elles servent à faire de l'isolant, par exemple. Et donc l'usine Jourdan à Romans qu'on rachète, on va l'isoler en jean recyclé. Et les fibres longues que l'on a peignées, que l'on a triées, elles nous servent à refaire un fil. Et donc là, on est dans l'expérimentation, mais d'ici quelques temps, on espère bien y arriver. On se sert de nos magasins pour faire la collecte des jeans, pour faire nos travaux de R&D à travers cette collecte-là. Et lorsqu'on sera prêt techniquement, et on l'espère dans 1 ou 2 ans, eh bien, on sera en mesure de fabriquer votre prochain jean à partir du jean que vous portez là. C'est notre rêve intellectuel et industriel. Voilà. Et pour compléter, il y a aussi une fibre sur laquelle la France se défend bien, c'est le lin, le chanvre, etc. Enfin, l'Europe de l'Ouest globalement. Hein. Alors, oui, mais la filière de transformation est plus française. Voilà, il n'y a que la culture, on c'est déjà l'exporte bien. beaucoup. Mais voilà, on a les agriculteurs, mais on n'a plus la transformation. Alors, je suis membre de l'association Lin et Chanvre Bio. Ah bah, vous voyez que... Donc, c'est aussi pour ça que je faisais la remarque. Et c'est vrai que ça représente... Il y a en France une production de lin, qui est la première production mondiale. Tout à fait. Hein, mais le bio dans la filière représente seulement 200 hectares, sur à peu près 8000. Alors que finalement, les rendements en bio sont assez proches de ceux en beaucoup moins polluants. Et pour ce qui est du chanvre, il n'y a plus de chanvre textile. Il n'y a plus de chanvre textile en France. Et avec l'association, on essaie de réindustrialiser en fait cette agriculture, qui était une des matières premières utilisées par Vuitton lors de sa création en 1954. Ben voilà. Donc moi, je ne suis pas un expert du lin et du chanvre bio, mais je vous fais tout à fait confiance. Peut-être 1 ou 2 mots sur la réindustrialisation chez Vuitton, parce qu'effectivement, il y a une vision, effectivement, et un sujet sur, on va dire, les matières premières en tant que telles, mais il n'y a pas que ça. Hein, et aujourd'hui, je pense que chez Vuitton, on est aussi sensible à ça, notamment sur le fait que la réindustrialisation, ça passe aussi par protéger ou faire revenir des savoir-faire qui ne sont plus dans notre pays. Hein. Et ça, c'est important, au-delà des matières premières. Donc nous, on a une action importante là-dessus, notamment sur un certain nombre de métiers qui étaient indispensables, qui étaient en fait, dont Vuitton se servait, mais n'était pas un des premiers, utilisateurs au départ sur un certain nombre de matières textiles ou un certain nombre d'industries. Donc on a une action importante pour soutenir un certain nombre d'industries qui sont en difficulté parce que d'autres métiers sont partis, notamment l'automobile, notamment l'ameublement. Et donc on est en première ligne pour soutenir un réseau de petites entreprises ou d'entreprises moyennes en France qui vont nous permettre de conserver des savoir-faire ou conserver des matières. Ça, c'est le premier point.
ou bien de réinstaller des savoir-faire. Enfin, vous devez savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, en France, on ne sait plus faire de la dentelle sophistiquée et que cette dentelle, elle est partie en Inde ou elle est partie dans un certain nombre de pays. Donc aujourd'hui, notre vocation aussi, c'est de permettre aussi à un certain nombre d'industries de revenir par les marchés qu'on peut leur garantir et par les contrats qu'on peut leur garantir, de revenir s'installer en France. Voilà. Et au-delà de ça, le savoir-faire et la réindustrialisation de la France, ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais ça passe aussi par les gens. Et aujourd'hui, il y a des métiers qui ont disparu de notre pays parce qu'en fait, ils sont partis. Et donc, quand 1083 ça va à Romans, à Romans, c'est que les bureaux sont vides ou les locaux sont vides parce que toute la chaussure, elle est partie. Voilà. Et donc, ce qu'on fait chez Vuitton, c'est qu'on passe aussi un certain nombre d'accords avec l'éducation nationale pour reformer des compétences. Vous savez qu'en France, trouver des écoles qui forment des maroquiniers et des maroquinières, qui forment au métier du cuir, enfin, je pense que l'IFM est bien placé pour le savoir, il n'y en a quasiment plus. Voilà. Et donc, Vuitton, en région, c'est des accords avec un certain nombre de lycées, des lycées professionnels, des lycées BTS, pour former les nouvelles générations qui vont venir dans nos ateliers demain. Parce que ces nouvelles générations, finalement, il y a un trou dans la pyramide d'âge et elles n'existent plus. Donc, réindustrialiser la France, c'est aussi passer des accords pour reformer des maroquiniers, des maroquinières, des ingénieurs textiles, des ingénieurs cuir. Et ça, c'est ce qu'on fait. Voilà. Mais quelle meilleure transition pour la deuxième table ronde sur la formation. Bravo. Merci à tous. Je pense qu'on est dans les temps. Sharon, on est dans les temps. Merci. Alors, je vais vous faire un petit brief. Alors déjà, je vais demander aux facilitateurs qu'ils aillent rejoindre Diane, qui va se lever. Donc, tous les facilitateurs, vous suivez Diane. Merci beaucoup à vous. Donc, les facilitateurs, vous allez les voir toute la journée. Je vous remercie. Si vous pouvez rejoindre les facilitateurs pour ceux qui facilitent. Très bien. Merci infiniment pour cette table ronde. Merci à tous. Ça va. Donc, ceux qui font le hackathon, comme je vous l'ai dit, vous allez commencer à faire vos équipes. Et ceux qui font le Job Lab, vous allez revenir pour une deuxième table ronde. Alors, comment ça va se passer pour constituer les équipes? Il y a les tables qui sont déjà installées. Et donc, par table, on vous a donné des petites étiquettes ce matin. Donc, il y avait 5 étiquettes différentes. Ordinateur, fashion, tech, art et design et écriture, littérature. Donc, sur chaque table, vous serez 6. Il faut qu'il y ait au moins une étiquette de chaque. Parce qu'il nous faut un ordinateur par table, parce que vous allez beaucoup documenter ce que vous faites. Et puis, l'idée, c'est de mélanger les talents et compétences les uns des autres et ce que vous aimez faire. Donc ça va être la première étape. Allez là-bas pour ceux qui font le hackathon tout de suite et vous mettre aux tables. Les autres équipes, vous allez visiter donc Job Lab. Ceux qui font Job Lab, vous allez visiter l'expo dont Isabelle vous a parlé précédemment. Et vous allez aller voir les startups qui sont pour certains intervenus ou poser des questions et découvrir leurs produits. Et après, vous reviendrez ici. Dans la journée, comment ça se déroule? Vous allez être donc à votre table, vous serez 6 par équipe. Vous aurez un facilitateur qui sera avec vous. C'est lui qui va gérer le temps pour vous. Comme ça, vous n'avez pas à vous préoccuper du temps. Vous avez juste à être créatif, à avoir des idées et à les mettre en œuvre. Donc, vous avez votre facilitateur qui va un peu animer tout ça pour vous. Et vous allez avoir dans la salle qui seront répartis des mentors. Alors, le facilitateur, lui, il est juste là pour vous faire avancer, pour que votre projet il aboutisse à la fin de la journée, puisqu'à la fin de la journée, vous allez venir présenter vos projets les uns après les autres. Donc, pour présenter vos projets, vous serez par l'équipe de 6, donc tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Vous aurez entre 2 et 3 minutes pour présenter votre projet. Donc, il faudra que vous soyez bien prêts, que vous soyez entraînés en fin de journée pour présenter tout ça. Voilà. Donc, vos facilitateurs, ça ne vous inquiétez pas. Et les mentors, eux, ils vont être là pour répondre à vos questions. Parce que vous allez avoir une thématique à chaque fois. L'idée, c'est de se projeter dans le futur. Et l'idée, c'est de faire des choses réalistes. Donc, réalistes entre guillemets. Donc, inventer ce qui pourrait être dans 20 ou 30 ans. Donc, les mentors, ils seront là pour répondre à vos questions quand vous avez des interrogations, vraiment vous guider, vous orienter. Donc, vous allez avoir une première étape de créativité. Quand vous aurez une idée qui vous semble pertinente grâce à la méthodologie que Diane a développée et qui vous sera présentée, vous la présentez à 2 mentors qui vous disent « Ok, allez-y, c'est super ». C'est forcément ce qu'ils vous diront, j'ai aucun doute. Et là, vous commencerez à développer votre idée. Donc, ceux qui font le Job Lab, donc inventer le métier du futur, je vous invite à vous lever. Et vous pouvez aller visiter, du coup, l'expo. On est très déséquilibré. Il y a beaucoup de hackathons et peu de Job Lab. Ouh.
Le Job Lab, c'est de la créativité aussi, hein, comme le hackathon. Le hackathon, vous allez inventer les produits du futur et le Job Lab, les métiers du futur. Donc tous ceux qui restent là, on est d'accord, vous inventez les produits du futur. Hein. C'est grâce à vous qu'on va apporter des nouveaux... Donc très bien. Alors, je vais vous donner un petit peu les règles du jeu. Puisqu'on invente le produit du futur, mais évidemment, il y a quelques contraintes. Hein. Donc certains ont amené des vêtements, vous allez pouvoir vous amuser avec, on a du tissu, on a plein de choses. Ce que vous allez devoir faire, c'est imaginer les usages du wearable. Hein. Le wearable, c'est ce que vous portez sur vous. Ça peut être un vêtement, ça peut être des lunettes, des chaussures, un accessoire qui n'existe pas encore et qui existera dans 20 ans. Donc vous allez inventer ce wearable qui va avoir des fonctions. Donc on l'a vu, un vêtement, ça peut servir à quoi? Ça peut servir aujourd'hui quand vous portez un vêtement, c'est principalement... Pourquoi vous portez des vêtements aujourd'hui? Pour pas être tout nu, c'est la première fonction. Hein. Et comme vous avez vu à l'expo, c'est souvent un indicateur de mode, etc. Là, l'idée, ça va être d'inventer des vêtements qui ont une fonction. Et ça va être à vous d'imaginer cette fonction, d'imaginer comment vous le voyez. Hein. Et donc, les contraintes, c'est que ce soit donc quelque chose que vous portez, quelque chose qui soit réaliste à 20 ou 30 ans et quelque chose qui n'existe pas encore, puisqu'on se projette. Hein. Donc, je vous invite à aller vers l'espace là-bas et vous vous installez sur les tables où c'est écrit hackathon en priorité. Et on va en rajouter, on va inverser le Job Lab et hackathon parce que vous êtes beaucoup plus nombreux en hackathon. À tout de suite. Hein.